Donc vous ne risquez pas d'être envahi de messages de notre part. Et si vous souhaitez devenir membre ou faire un don, on a aussi des bulletins de versement. Voilà. Donc maintenant, on va parler avec, je vous mets là, avec Niels Andersen et Julien Hage de François Maspero en tant qu'éditeur indépendant, avec une modération de Jean Richard des éditions Nova, qui fête cette année leurs 40 ans. Merci à vous d'être restés parmi nous et bonne écoute. Alors, 2 mots de présentation de nos invités autour de cette table. Niels Andersen, je ne sais pas si j'ose le présenter encore, parce qu'on a beaucoup entendu parler de lui grâce à la parution de Mémoire éclatée, sous-titrée, j'insiste dessus parce qu'on va en parler, de la décolonisation au déclin de l'Occident. Le déclin de l'Occident est une expression prête à l'interprétation. On entend à ce sujet. Mais décolonisation est un terme essentiel dans le cadre de la discussion que nous allons voir sur l'édition indépendante. À l'époque de décolonisation, de mai 68, inaugure une configuration éditoriale nouvelle dont Julien Hage a étudié largement la question. Alors, Niels est le fondateur de la Cité Éditeur, il a un long parcours de vie, il est à Paris actuellement, mais il a passé par les étapes de la Suisse, avec une petite excursion dans sa jeunesse quand il a fait du service militaire en Suède, sans vraiment savoir le suédois. Il fallait bien pouvoir maintenir sa nationalité. Il était suédois. Il a toujours été suédois. Je sais pas, tu as eu une nationalité française finalement? Non. Même pas. Il est encore interdit de séjour en France, c'est administratif. Ça, les autorités ne le réveillent pas. Et puis, il a donc fondé cette maison d'édition, cette maison de diffusion, Pierre Canova, qui est ici présent. Je suis très ému par la présence de beaucoup de personnes qui ont été vraiment dans les débuts de ton travail ici à Lausanne. Je pense à Jean Meira, photographe, fondateur de Plan Fixe avec d'autres, et qui a passé une année à Besançon en prison pour avoir porté. Bah oui, ça raconte ton histoire. Donc, ça fait partie des porteurs de valises, des porteurs de documents. C'était El Moudjahid, qui était imprimé par un imprimeur, un autre personnage important de la Suisse romande, l'imprimeur Corna, dont Pierre Jeanneret a dirigé un numéro de Mémoire éditoriale. Je salue la présence de François Valenton, qui la dirige, qui est ici présent. Et Corna était aussi un imprimeur très engagé sur toutes les questions qui concernent à la fois la décolonisation, l'Algérie, l'introduction de Brecht en Europe, en quelque sorte, ou en Suisse en tout cas. Je vais raccourcir un petit peu mon propos pour présenter Julien Hage, jeune chercheur historien. Jean-Yves Bollier a été votre professeur. C'est aussi une référence importante, Jean-Yves Bollier, dans notre configuration sur les études historiques par rapport à un champ éditorial qui a été négligé, comme le dit très bien Julien Hage, dans un numéro, je vous le dis, c'est important, c'est une revue internationale qui est en 3 langues, en français, en espagnol et en anglais, qui s'appelle Bibliodiversity, qui a été fondée par l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Donc on va y revenir dans le débat. Alliance fondée en 2001-2002, dont les éditions Domba ont été membres fondateurs, et qui réunit plus de 400 à 500 éditeurs dans le monde entier à travers 6 réseaux linguistiques, et qui font de l'édition solidaire et équitable. Pour résumer très brièvement, notre activité est beaucoup plus large. Elle fait une activité de plaidoyer, de travail militant par rapport à l'édition indépendante à notre époque. Mais on va parler de l'époque d'avant pour arriver à notre époque ensuite. Alors Julien
est historien, maître de conférence au pôle métier du livre de Saint-Cloud, à l'Université de Paris-Ouest, Nanterre, La Défense, et membre du laboratoire, alors là je ne sais pas ce que ça veut dire, DICEN-IDF, spécialiste de l'histoire du livre, de l'édition et de l'imprimé contemporain. Il est l'auteur d'une thèse sur la nouvelle génération des éditeurs politiques d'extrême gauche en Europe occidentale, c'est-à-dire Feltrinelli pour l'Italie, Maspero pour la France et Wagenbach pour l'Allemagne. Et co-auteur de 2 livres, François Maspero et les paysages humains, donc, le livre dont on a eu la présentation ces derniers temps, aujourd'hui, et le PCF et le livre Édition universitaire de Dijon, et il y a une thèse de doctorat qui est encore en souffrance d'édition, semble-t-il, sur justement l'édition d'extrême gauche, en France et ailleurs. Donc, je vais juste introduire le débat, puis ensuite nos invités prendront la parole. Le mot indépendant est assez polyvalent, il est assez complexe. On est indépendant de quoi, par rapport à qui, par rapport à quoi. Niels Andersen en parle très abondamment dans toutes sortes de différentes configurations, que ce soit dans le rapport au monde dans lequel on vit, c'est-à-dire le rapport à la politique et à l'engagement, c'est par rapport aux auteurs avec qui on travaille, c'est par rapport aux influences qu'on essaie de nous imposer ou pas. C'est tout un contexte qui se dégage de cette question de l'indépendance. J'aurais voulu, au centre de la discussion aujourd'hui, poser la question de l'indépendance et de l'engagement, c'est-à-dire en quoi la militance, l'engagement dans une conviction politique et l'indépendance se conjuguent. Parce qu'il y a là, effectivement, est-ce qu'on est indépendant de tout groupe, de toute influence, ou est-ce qu'on a allégeance ou pas? Parce qu'effectivement, ce qui s'est passé dans la configuration, et Julien Hage en parlera, la configuration des différentes maisons d'édition qui étaient à la fois affiliées à des partis ou non, se posait cette question de l'indépendance au centre même de leur engagement. Donc, et aussi par rapport au contexte commercial, au contexte du marché du livre qui se reconfigurait au cours de ces années. C'est donc de quelle manière cet engagement et cette façon d'entrer à la fois dans une pratique politique, une pratique éditoriale, et comment les discours qui sont tenus sur ces différentes choses et l'engagement militant se conjuguent. Donc c'est là-dessus que je voudrais vous entendre, plus particulièrement. Juste pour dernière précision, donc le numéro de la revue Bibliodiversity, un numéro qui vient de paraître, il est téléchargeable sur Internet, sur le site de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Il s'intitule Édition et engagement, d'autres façons d'être éditeur. Et donc Julien Hage y publie un texte fort intéressant et passionnant. Du reste, même le terme poétique de résistance, que je ne connaissais pas avant que Pascal Cotin et Laura et Charles le mettent en tête de ces manifestations que nous avons aujourd'hui, il le cite dans son livre aussi, comme étant dans sa conclusion. Donc je vais passer la parole maintenant à Julien. Excusez-moi d'être si long, mais je suis très curieux de savoir comment se conjugue indépendance et engagement. Merci beaucoup. Alors, je suis très heureux d'être à Lausanne de retour ici avec vous. Dans la lente cristallisation de ce lieu commun autour de Maspero qui était la nôtre, je crois que c'est à Lausanne que j'ai rencontré pour la première fois Nix. J'étais invité par François Valenton et je suis revenu ensuite et pour des colloques pour des raisons d'affinité personnelle, et au fil des années, je mesure mon endurance et ma résistance à la montée de la rue du Petit Chêne, qui tient encore bien la route. Et Lausanne, c'était un carrefour aussi, la Suisse, un carrefour important de livres, d'éditeurs. On l'a dit, Maspero, dès les débuts et la guerre d'Algérie, y est passé, et puis jusqu'à la fin, parce que je pense que
Le dernier projet resté inabouti de François Maspero, c'était une collection qui s'intitulait Les Chemins de la Liberté. Et je pense que c'était qui datait de l'après-guerre, et je pense que ça, c'est un éditeur suisse qui l'apportait. Je parle sous le contrôle de François Lavetan, ici présent. Pour répondre à votre question, je crois que la meilleure manière d'entrer dans le sujet, c'est la notion d'éditeur protagoniste, plus que d'éditeur intellectuel, ou alors d'éditeur indépendant. Cette question d'éditeur protagoniste, c'est-à-dire inséparablement à la tête de la maison, engagé dans le débat intellectuel, dans la défense de leurs auteurs, mais aussi davantage manifestant une éthique de la conviction et un devoir d'être acteur du présent et des luttes, même au-delà d'un besoin de solidarité ou de manifestation d'une simple solidarité. C'était un peu ce qui taraudait François Maspero sur l'idée de témoigner. Est-ce que l'acte de témoigner suffit, compris en tant qu'éditeur? Et lui s'y revient dans son livre, page 242. Donc, il était très attaché, à la vocation dreyfusarde d'un éditeur, c'est-à-dire attaché à lutter pour la liberté d'expression, attaché à une forme de pluralisme aussi, et attaché à la défense des grandes valeurs et des grandes causes. Mais au-delà de ce rôle de dreyfusard, faut-il aller au-delà de ce rôle de dreyfusard pour être acteur? Au-delà de ce rôle éditorial, même interrogation que lors de la guerre d'Algérie. Faut-il mettre en cohérence l'activité professionnelle et militante en s'investissant dans la lutte politique et défendre les idées qui ont contribué à diffuser ou s'en tenir au rôle d'éditeur? Il ne peut pour moi en être autrement. D'abord par assentiment à ce que l'on publie, mais aussi parce qu'il s'agit d'une question de probité à l'égard de ceux qui s'engagent à partir des textes et documents qu'on édite. Je ne suis pas dans une logique d'entreprise, l'édition est d'abord une passionnante aventure de propagation et de confrontation des idées. Avec cette question, on entre de plein pied dans une réflexion qui a été celle de François Maspero jusqu'à sa mort. L'entretien qui a été publié sur Mediapart et qui est encore accessible. Dans cet entretien, il le dit, c'est cette dialectique compliquée du métier, de la profession et de la carrière. Quand on s'engage, y compris dans son métier et par son métier, ne risque-t-on pas de condamner toute carrière et de s'abîmer la profession et ses corporatismes étroits? Je pense que non, et je pense que ces éditeurs protagonistes, ils ont porté cette dialectique. Ils l'ont éprouvé, et comme on le voit et dans le livre de Nils et dans l'entretien de François, ils l'ont réfléchi de fond en comble, en mesurant certaines impasses, mais en lui apportant certaines solutions. D'abord par le recours aux traditions mêmes, à ce que le métier portait en lui de ressources, de recettes, d'émancipation. Pour François Maspero, c'est le modèle du libraire-éditeur. Modèle qui procède pour lui de deux références invoquées. La première, c'est celle de Peggy, et là, l'indépendance, les cahiers de la quinzaine, reconstruire la gauche pendant la période du dreyfusisme. Ces cahiers contre tous les salauds, tous les partis, c'est-à-dire l'immense majorité. Mais aussi une ligne surréaliste, les cahiers libres. Le nom de la collection de François Maspero était celle d'une collection surréaliste. On a toute une veine surréaliste chez Maspero qu'on retrouve pour l'anti-impérialisme, mais qui est aussi sous-jacente, même si elle procède plus des marginaux du grand jeu que d'Aragon, de Breton. Et ces modèles de libraire-éditeur, ce modèle de maison d'édition des années 60, ce sont des modèles qui sont capables de conjuguer la politique avec la littérature, les essais avec les romans et la poésie. Et c'est le modèle des grandes, petites et grandes, mais formidables maisons d'édition des années 60, c'est-à-dire conjuguer le savoir et l'intervention, le romanesque et
la défense de l'imaginaire, la défense de l'infini, pour reprendre la vocation surréaliste. Ces modèles-là, c'était le modèle de Minuit. On oublie, à côté du nouveau roman, il y avait la collection Documents avec Henri Alleg et bien d'autres, jusqu'à Mandela ou Darwish, mais également la collection de Pierre Bourdieu, Sens commun, et la collection critique de Jean Piaget. Et François Maspero, il va se doter d'un dispositif qui est à peu près semblable. D'abord la collection critique avec ses essais, la collection critique cahier libre avec ses essais et ses documents. Bientôt la collection de textes à l'appui, et Louis en parlait à propos des textes de Jean-Pierre Vernant et de Pierre Vidal-Naquet, Mythes et pensées chez les Grecs, et bien d'autres, mais aussi de la littérature, de ce qu'on appelait des paralittératures, les littératures marginales, encore à cette époque-là, avec la collection Voix de Conchita González Bay et tous ces poèmes, Salvador Espriu, Nazim Hikmet, Violeta Parra, bien sûr. Donc, des catalogues qui ont cette vertu-là, et pour Niels aussi, la promotion des essais et des documents de la guerre d'Algérie, elle est de pair avec le théâtre et avec la littérature. Et cela, on l'oublie un peu. Donc, dans cet engagement, il y avait aussi un renouvellement considérable du métier. C'est-à-dire que, tout en étant des gens extrêmement engagés, qui ont donné droit de cité aux livres politiques dans les librairies. Dans les années 50, les librairies, c'était quelque chose qui était très traditionnel. Alors François le disait toujours, c'était des librairies où on oublie, mais on ne pouvait pas lire les livres avant de les acheter. Et on les achetait sous cellophane. Et les livres qu'on achetait sous cellophane, attention, c'était pas la littérature licencieuse. La littérature licencieuse, elle était sous cellophane et dans des armoires fermées. Donc, tout au début, ils vont renouveler complètement la librairie, faire en sorte que ces livres, on les lise avant de les acheter, on les lise dans des librairies qui sont ouvertes de 10h à minuit. Et donc, le livre politique, qui peinait à trouver sa place en librairie à cette époque-là, sauf dans les librairies partisanes, celle du Parti communiste par exemple. Plus de 30-40 librairies à la libération du Parti communiste. Le Parti communiste français, il va reconstruire des librairies dès la libération du territoire. Dès décembre 1944, il a déjà les plans des librairies qu'il vient de récupérer, qui avaient été saisis par l'occupant. Donc, Maspero, c'est aussi une sécularisation vis-à-vis des partis du livre politique, qui trouve droit de citer, et il va renouveler complètement ce modèle des documents. Il va renouveler également le livre de sciences humaines et sociales. C'est-à-dire qu'il va se mettre à publier des recueils d'articles. Aujourd'hui, ça vous est absolument familier, ça ne se faisait pas à l'époque. On publiait des grandes thèses, des monographies surtout. Mythes et pensées chez les Grecs, au départ, c'est un livre dont personne ne veut. Lire le Capital, pour Marx, ce sont des recueils d'articles, chose qu'il n'y avait pas droit de citer dans l'édition de cette période-là. Donc, des livres d'un type nouveau, des livres qui vont être des recherches en cours, des études de terrain aussi, qui étaient beaucoup plus rares. Et là où il va pouvoir, à mon sens, véritablement arriver à toucher la plus grande créativité, dans la plus grande rigueur et la plus grande exigence, c'est quand il va réussir à concilier ce savoir et l'intervention, c'est-à-dire à être au plus près de ceux qui sont justement au contact des minorités, comme parlait lui, mais au contact de la pulsation du monde, du travail social. Les éducateurs, ceux qui font de la santé populaire, les médecins généralistes, issus des comités d'action santé, comme le docteur Carpentier, des gens comme Fernand Deligny, ou alors ceux qui militent comme des pour l'alphabétisation des immigrés. Et c'est comme ça qu'on va voir surgir de tout cela, outre ce qu'on connaît déjà dans un point de vue plus militant, le cahier partisan Libération des femmes à zéro va apparaître chez Maspero, mais on va voir arriver également les premières réflexions sur les peuples en diaspora. On va voir arriver toutes les réflexions sur le quart monde
des sociétés françaises, avec les travaux sur le bidonville de Nanterre de la sociologue Monique Hervaux, qui habitait dans ce bidonville, qui a habité dans ce bidonville pendant 40 ans, et les travaux sur tout ce qui concerne la médecine générale. Et là, c'est comme ça aussi, avec ce travail-là, qu'on va voir sortir de nouvelles thématiques, de nouvelles réflexions critiques, et qui vont ouvrir de nouveaux champs qu'on appelle aujourd'hui le sociétal. Et c'est vraiment ce travail-là qui ne suffit pas d'être un média. Il faut encore être à l'écoute de ceux qui travaillent le plus concrètement du monde, à la marge du monde, et pas dans les ordres du pouvoir, comme certains journalistes d'investigation sur les livres de Hollande l'ont montré. C'est dans ce travail-là, long et patient, qu'ont pu surgir ces nouveaux questionnements et a pu véritablement s'affirmer un livre qui soit un livre médiatique et partagé, et pour reprendre le terme d'Edwy, un livre de la relation. Un livre en relation, un livre en accompagnement. Avec effectivement des grandes mutations. C'est-à-dire que François Maspero progressivement a été rattrapé dans des essais de documents, avec d'autres collections, comme la collection Combat de Claude Durand, la collection de Robert Laffont, des grandes collections qui vont saturer le monde des essais et des documents, si bien qu'après mai 68 en France, les textes des grands révolutionnaires du temps, comme David Cohn-Bendit, sont achetés à l'encan, sont payés très cher. Alors à l'époque on dit que c'est au service de la cause, mais bon. Donc il va y avoir une saturation du marché politique et une marchandisation du marché politique. Il faut savoir que sur mai 68, quand l'exposition de Véret-François dit il y a eu une ruée sur les textes de mai 68, c'est incroyable, ça ne veut rien dire. En septembre ou en octobre 68, j'ai regardé, il y a 250 titres sur mai 68 qui sont sortis, alors que les imprimeries ont été en grève à peu près jusqu'à début juillet. Donc, ce marché-là, il va s'épuiser. François va progressivement, dans les années 70, investir davantage le champ social, toutes les pratiques, la manière dont 68 s'est infusé dans le corps social et a créé de nouvelles pratiques, a déplacé les questionnements. La manière aussi dont il faut commencer à faire face à l'arrivée de la crise et de la réaction. Et puis progressivement, il va saisir aussi un tournant qui est général, c'est-à-dire cet épuisement du discours théorique et la volonté du public vers quelque chose qui relève plus du récit. Et sa solution, ça sera la collection avec les mémoires du peuple, qui ressemble un peu au projet d'édition d'en bas, je le ressens. Et avec des livres dont Louis Barthas, maintenant, les carnets d'un tonnelier sur la guerre 14-18, sur des rares expériences relatées et scandaleuses de fraternisation à la Noël, entre les deux ennemis. C'est un livre au départ qui est amené, dont personne ne veut, qui est amené par Rémi Casals, qui arrive avec sa petite subvention de la fraternité des instituteurs de l'Aude pour le faire publier. Et aujourd'hui, c'est un livre qui a 300 000 exemplaires de tirage et qui est maintenant sur tous les sites officiels pour les commémorations. Alors que dans la forme, je dirais que c'était complètement marginal, illégitime, et dans le fond, c'était encore un peu scandaleux dans les années 70. De porter ces expériences de guerre par le bas. Il va le faire par la collection La Découverte, ces récits de voyage qui croisent les regards déjà, et qui recoupent sa profonde interrogation sur le témoignage et sur le regard. Et il va le faire aussi avec l'arrivée dans la collection Voix de la littérature des pays de l'Est, qui était déjà là avant, mais on va voir arriver Chalamov chez lui. On va voir arriver Marina Tsvetaeva. Et avec ça, son édition, elle est repartie. Si lui s'en va en 82, bon, c'est qu'il est, voilà, il est arrivé un peu. Donc, plutôt que d'un héritage, voilà, je pense qu'il faut travailler, il faut réfléchir cette dialectique entre le métier, la profession et la carrière. Moi qui travaille au pôle métier du livre, ou dans nos formations de professionnalisme, dans nos formations, on a à cœur de défendre à la fois la forme de solidarité du métier du livre
de former ensemble des bibliothécaires, des libraires et des éditeurs, de concevoir cette solidarité congénitale au métier et comme la source de son avenir, de lutter par là, est-ce qu'on lutte par là contre le corporatisme et des formes de conformisme de la profession? Pas à nous seuls, mais en tout cas réfléchir à cela, à l'âge des intellos précaires et de libéralisation des métiers qui concernent l'explosion de la formation et de l'accompagnement des enseignants, la destruction des métiers de la santé, ou encore l'extrême précarité des métiers de la culture. Eh bien oui, il y a encore une dialectique de l'engagement et du métier, et de la défense d'un métier, de la promotion d'un métier. L'idée que ce métier-là, comme le métier du livre, peut porter sa part d'émancipation, elle est très importante. Et pour ça, moi je me réjouis toujours quand je lis des choses comme page 156 et 157 du livre de Niels, où, quand voulant faire éditer le Moudjahid, il se rend à l'imprimerie du Pré Jérôme à Genève avec Maurice Lehmann. Le Moudjahid est saisi, on retrouve les caractères de l'imprimerie. Le Parti du Travail se demande bien ce qui est en train de se passer, si c'est une cabale contre lui. Bon, c'était clandestin, à la perruque, comme on dit dans le monde de l'imprimerie. Et Niels est arrivé, et le responsable du Parti du Travail assume, mais dit à Niels, arrête de demander aux gens du métier de faire cela, parce que si tu lui demandes, il acceptera. Ben, voilà. Il faut dire non, mais il faut aussi construire dans le métier, par l'histoire de ce métier, et par l'histoire des engagements aussi. Niels mentionne beaucoup l'admiration qu'il nourrit, lui, pour les combattants des années 30, des années 20, des années 30, à quel point pour lui, ils étaient d'une éthique et d'une dignité remarquable. Je dois confesser aujourd'hui que pour conjuguer l'engagement et le métier, je voudrais terminer sur ce parcours. Toute mon admiration pour le combattant et qui est. Je passe la parole à Niels. Il y a quelques raisons d'être sensible au fait d'être dans cette maison, même si elle a changé la construction a été refaite, mais la maison du peuple, d'abord, c'est à 100 mètres où j'habitais et 100 mètres où étaient les éditions. Enfin, c'est vraiment le quartier où j'étais. Ensuite, je l'ai rappelé à André Gazi, qui est ici présent. C'est dans cette maison que nous avons fait en 1962, au moment où il a été organisé le retour des déserteurs et insoumis de la guerre d'Algérie. Il était prévu une conférence de presse à Paris avec Laurent Schwartz, Vidal Naquet et leurs défenseurs. Et ils avaient demandé que l'on fasse, pour donner un écho, une conférence de presse en Suisse également, parce que c'est un des pays où il y avait le plus d'insoumis et déserteurs français réunis. Et donc, la conférence de presse à Paris a été interdite par Marcelin, et donc, mais la conférence de presse à Lausanne a eu lieu, et il y avait ici des journalistes qui sont venus, et une trentaine d'insoumis et déserteurs qui avaient signé une déclaration. Donc, le lieu est bien choisi. Je voudrais aussi, avant de commencer, avant de parler de François, revenir sur peut-être ce qui a été un débat dans la session précédente, et dire aussi, effectivement, si j'ai voulu comme sous-titre au livre de la décolonisation à la décadence de l'Occident, c'est bien ce cycle de 5 siècles qui est dans ma tête. C'est bien ça, on est à la fin d'un cycle et une décadence peut durer très longtemps, elle peut encore durer des siècles, c'est pas ça, mais on est engagé vraiment dans ce processus. Et je crois, c'est vrai, action individuelle, action minoritaire, très minoritaire, d'autant plus que finalement
prenant position plutôt pour la question de l'indépendance algérienne, plus encore pour les Algériens, c'était frôler si on était français, frôler la trahison, encore plus si on était un souple déserteur. Donc c'est normal que c'était une lutte minoritaire, mais c'était une lutte minoritaire qui était portée par les événements. Hein. C'est-à-dire le cours de l'histoire semblait favorable, ou paraissait favorable. Le mouvement de décolonisation était s'amplifier, ou semblait s'amplifier. Alors, c'est vrai que le tournant 70-80 est un tournant. Et là, disons de l'intérieur, on ne l'a pas vu. Hein, on ne l'a pas vu. On était porté par... L'Algérie était quand même devenue indépendante, ce qu'elle devient après une autre chose, mais ces choses inimaginables pour 1954 s'est concrétisé en 62. Et c'est un membre du réseau de soutien, Robert Davzy, qui me disait on a l'avantage sur les autres, c'est qu'on sait que c'est possible. Effectivement, hein, c'était une chose extraordinaire, c'était possible. Bon, il y avait ça, il y avait l'élément majeur quand même du siècle, c'est le Vietnam, c'est l'armée, la plus puissante armée du monde, et évidemment, effectivement sur le terrain de l'autre, mais vaincue. Hein. Donc on se disait, l'histoire est avec, et de ce côté-là. Et puis même, ultérieurement, il y a encore eu la fin de l'apartheid, qui est quand même un bouleversement absolument fabuleux. Donc on pensait qu'il y avait un cours favorable, et on n'a pas vu, et on n'a pas compris, parce qu'on était quand même dans les 30 glorieuses, on était quand même dans une Europe qui était assez pacifiée, calme. On n'a pas vu l'importance des coups portés dans le tiers-monde au mouvement de résistance et au mouvement d'indépendance. Et j'ai été frappé, lecture tout à fait par hasard, une conférence faite par un professeur d'études qui s'appelle Grosser, je ne sais pas si c'est le fils d'Alfred Grosser ou qui était avant, qui a fait une conférence sur... dans cette conférence, on lui pose une question et il répond à la fin, écoutez, en étudiant l'année 1990, j'ai compris que le tiers-monde avait été vaincu avant l'Union soviétique. Et je crois que ça, on n'a pas mesuré les coups portés au tiers-monde par la répression dans tous les pays, ou par la corruption, hein, le néocolonialisme, la corruption, tous ces moyens. Notre génération ne l'a pas vu. On a cru qu'on était dans un mouvement extrêmement collectif, alors que dès les années 70-80, effectivement, je pense que s'il faut donner une date, c'est le coup d'État en Indonésie. C'est le tournant à partir duquel, effectivement, de ce côté-là, les forces anticoloniales, et tout ce qu'on voudra, tous les mots qu'on voudra, prennent dessus. Et donc, aujourd'hui, on est dans le résultat de cette situation, c'est-à-dire qu'effectivement, ça reste une lutte individuelle et minoritaire, mais minoritaire dans des conditions beaucoup plus difficiles, parce que effectivement, il n'y a pas de cours de l'histoire favorable. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est inutile, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire. Elle est nécessaire. Aucune situation n'est immuable, dans aucun sens. Je pense fondamentalement que la période actuelle est d'autant plus importante à mener des luttes que justement, elle paraît plus difficile et donc c'est ça. Maintenant, je vais en venir à François, et je vais peut-être parler de François un peu plus, François à Lausanne, puisque c'est ici. Donc, je me souviens qu'il souriait souvent d'un Suisse, il disait, ce pays, le ministre, le garde des Sceaux, pour un Français, s'appelle ministre de la Justice et de la Police. Ça me semble complètement incompatible que les deux titres soient accolés. Donc il me disait ça. À part ça, je ne crois pas que François ait jamais pensé écrire un livre comme il a écrit son voyage de Roissy à Saint-Rémy-de-Chevreuse, ou bien comme il a fait sa traversée des Balkans. Je ne pense pas qu'il ait jamais pensé écrire un livre sur la Suisse. Mais il le connaissait, je crois, depuis la période de la guerre, à travers des questions de famille. Il avait même un ami très cher qui était à Lausanne, qui avait été hébergé pendant la guerre, de l'autre côté, sur les côtes de Mont-Menon. Je le connais parce que il s'est trouvé le hasard, quand à l'école des Croix-Rouges, je me suis trouvé avec l'ami François, dont on a parlé 30 ans après.
et qui était un ami intime de lui quand il était encore en France au début de la guerre. Et donc, c'est dans une autre guerre que nous sommes connus, celle d'Algérie, et immédiatement, lorsqu'il a publié ses 3 premiers titres dans la collection Cahiers Libres, en 1958, je suis allé à Paris pour voir et pour demander de diffuser ses ouvrages. Et c'est là que j'ai découvert, descendu la première fois à l'escalier, à l'époque l'édition et la librairie se confondaient, descendu les escaliers pour rencontrer François, entouré d'une équipe tout à fait exceptionnelle à l'époque. Et je lui ai proposé. Alors le problème c'est qu'il avait signé un contrat avec un diffuseur qui s'appelle Interforum, c'est-à-dire Segers. J'ai un contrat, il m'a dit il y a un problème, j'ai signé un contrat, il faut l'avoir, on va essayer de trouver une solution. Les solutions étaient vite trouvées, très récemment, du reste, dans un texte publié sur Mediapart, dans l'hommage à François Maspero, par Jean-Philippe Bernicot, qui travaillait aux éditions, qui était étroitement. En fait, il s'est trouvé que Segers, qui était le directeur, le poète, mais qui en même temps était directeur de l'Interforum qui diffusait les Maspero, Segers s'opposait à diffuser des livres contre la guerre d'Algérie. Enfin, il soutenait l'Algérie française. Hein. C'est très intéressant de voir cette position de Segers. Donc, de ce fait-là, très rapidement, effectivement, on a commencé à diffuser à Lausanne, à diffuser en Suisse avec la Cité, les ouvrages de Maspero. Alors depuis lors, les réunions étaient régulières, il y avait plusieurs types. D'abord, il fallait organiser l'acheminement des livres saisis en France ou des livres saisis en France vers la Suisse, les voies à suivre, qui n'étaient pas très compliquées en fait. Dans ce sens-là, ça allait. C'était beaucoup plus compliqué pour les livres édités par la Cité, dont François Maspero assurait la diffusion en France. Et alors là, où il y avait des interceptions par les services français, qui bloquaient les colis, on les envoyait à différentes adresses, à des adresses qui souvent étaient des gens qui travaillaient à la joaillerie ou aux éditions, mais ces adresses ces livres étaient quand même interceptés par la douane et renvoyés. Ils les renvoyaient, ils les confisquaient pas, ils les renvoyaient, mais ils les maculaient d'un tampon interdit, loi du 1885, voilà. Hein. Chaque livre a un tampon. Il y en a un dans l'exposition. Il y a les disparus à l'exposition à le tampon. Donc, il y avait des livres qu'il fallait réenvoyer. Enfin, c'était une complication, donc il fallait trouver des solutions. Il y a même, là aussi, des petites anecdotes, parce qu'il y a un des dessinataires qui a reçu une fois, probablement d'un postier, parce que c'est le postier qui lui distribuait les colis qu'elle lui envoyé, une petite carte avec une tombe, en disant, voilà, ce qui vous attend hein, pour soutenir le FLN. Donc, et voilà. Et donc, il fallait qu'on vienne tout ça. Et puis aussi, on s'informait des choses qui allaient être publiées. C'était important de connaître, de se répartir un peu les tâches selon par exemple, les livres édités en France étaient plutôt petits, parce que c'était une question en saisie de tout moindre. Par exemple, un livre comme La Pacification, l'édité en Suisse, parce que ça a été proposé d'abord à Cité, mais ensuite parce que ça aurait été presque impossible de l'éditer en France. Alors il y avait ces questions-là, et puis ensuite, alors il y a une anecdote très drôle. Venir à la Cité, naturellement la Cité était surveillée, un peu contrôlée par la police, donc beaucoup de gens qui venaient à la Cité ensuite étaient convoqués pour savoir pourquoi il était passé. Alors François était pris une fois en filature pour sortir de la Cité, et il se rendait à la Lègue. Alors je lis les quelques lignes du rapport de police. L'inconnu est ensuite parti en direction de Montreux-la-Lègue. On a pu savoir qu'il était muni d'un billet de chemin de fer La Lègue, Genève et retour. Pourrait-on peut-être l'identifier? Et le rapport d'ajouter qu'il pourrait avoir un nom comme Maspero ou venir d'une localité de ce nom. En fait, l'inconnu allait à la Lègue, pour le montrer simple, c'est qu'à l'époque, Maurice Masquinot, qui avait écrit Le Refus, et sur l'insoumission,
était à la Laine parce que je crois que sa famille ou des gens avaient une maison là-bas, ou enfin un lieu. Donc Masséno a vécu un certain temps à la Laine avant d'aller vers la Tunisie et puis l'Algérie. Donc c'est là-bas que Maspero se rendait. Il y a eu une autre venue de François. François, ça a été dit à plusieurs reprises, était extrêmement actif dans les réseaux de soutien et très engagé, notamment en particulier dans le réseau Janson. Il y a plusieurs marques de cet engagement. Il y a ici un livre qui s'appelle Ratonnade à Paris, qui a été étudié. C'est donc le fameux 17 octobre 1961. Et à ce moment-là, le responsable des réseaux sur Paris était Georges Mattei. Et Georges Mattei avait organisé les Algériens avaient bien précisé, aucun Français ne doit se mêler à la manifestation, qui est une manifestation algérienne, hommes, femmes et enfants, mais pas de Français ne doivent se mêler, mais il est important que les Français soient autour de la manifestation pour contrôler comment elle se déroule et comment elle se passe. Et François était un de ces contrôleurs et autour de la manifestation, avec beaucoup d'autres. Il se trouvait du reste précisément à Jean-Philippe Bernigaud. Il y a même eu un incident parce qu'à un moment donné, il frappait tellement fort sur un Algérien que Bernigaud a crié ça aux flics ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que les flics sont tout de suite venus, alors qu'eux devaient rester discrets parce qu'ils étaient là pour repérer et pas se manifester. Donc François a apaisé le policier en disant que c'était un agité, qu'il fallait pas. Et ils ont continué. Donc il y avait une activité réelle. Mais nous parlions, quand on se rencontrait édition, nous ne parlions jamais, ni l'un ni l'autre, de notre activité qui concernait les réseaux. Là, il y avait un cloisonnement absolu entre François et moi. Et donc, sauf une fois, où il me demande, écoute, c'était après l'arrestation de Janson, est-ce que tu peux organiser une rencontre avec Janson à Lausanne? Janson, à ce moment-là, était effectivement sorti de France et vivait essentiellement à Genève. Donc, je constate là, on prend rendez-vous. On a pris rendez-vous à Ouchy, parce que c'était l'été, il y a plein de monde, c'était un lieu où on pouvait se confondre un peu, et donc Janson et François se sont rencontrés, et puis on les a dirigés, ils étaient avec ma femme Renée, on a fait une chose qu'on n'avait jamais faite, on a utilisé l'appartement des parents de Renée, qui était adjoint au maire de la ville, ils étaient en vacances, c'était l'été, il n'y avait personne. Donc voilà, François et Janson se sont tenus en consulat. Là, il y avait plusieurs questions à résoudre, en particulier la question de Vérité pour, qui était la publication du réseau Janson, dont François en particulier s'occupait. Voilà, mais autrement, ça a été, on était extrêmement discret. Alors il y a maintenant la question aussi de partisans. Lorsque la revue est parue, et à un moment donné, il s'est trouvé que moi, c'est le moment où j'avais été interdit d'entrer en France, donc j'allais en France, enfin, avec le moins souvent possible. Donc François m'a dit une fois, bon, on va faire une réunion de rédaction à Lausanne. Ok, on fait la rédaction à Lausanne, et donc la rédaction a lieu, ils viennent, toute la rédaction n'est pas venue, mais enfin, Mattei était là, Bernigaud était là, Gérard Chagnon était là, et puis François. Et là aussi, il y a une petite chose très drôle, on s'assied, on commence la réunion aux éditions, donc à la Cité, et on se met à la table, on se commence, on regarde François, bien sûr, et François nous dit, j'ai rien à dire. Ça, c'est typiquement le personnage de François. En fait, c'était une interpellation. C'était une interpellation. Enfin, il y a partisan, on l'a fait, moi je l'ai fait, et il y a des saisies, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes politiques, il y a tout ça. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous? En fait, c'était ça, la question. Alors, qu'est-ce qu'on avait à dire? Je ne sais pas si on a répondu. Enfin, moi, je sais que je n'ai pas très bien répondu, enfin, pas répondu tout à l'heure comme il aurait fallu, parce que je suis en envoyé du matériel, j'ai envoyé des choses que je recevais, il y avait notamment
Ismet Cherifani qui était très actif pour la question kurde à l'époque à Lausanne, il y avait des Algériens, il y avait sur la question suisse et l'immigration c'était le début de Schwarzenbach, il y avait des choses qui se passaient, donc on voyait des choses pour partisans. Mais il y avait un projet qui n'a jamais été réalisé, c'est que François aurait souhaité qu'il y ait un partisan suisse, c'est-à-dire qu'on crée une édition suisse de partisans. Et pour cela, il fallait recueillir un certain nombre d'abonnements et surtout peut-être plus difficile que le nombre d'abonnements, avoir un minimum de rédaction en mesure d'assurer ce partisan suisse. Et il a été fait des tentatives, enfin l'information a circulé, mais finalement, nous n'y sommes pas arrivés. Et il y a une lettre du 25 septembre 62 de François qui dit « J'aimerais revenir sur ce projet de partisan suisse. J'aurais beaucoup voulu recevoir la copie pour que les camarades jugent sur pièce et pour que l'on puisse démarrer sur le champ. » Eh bien, donc vraiment, pour lui, il y avait une vraie intention de le réaliser. Et encore une fois, j'emporte la responsabilité, puisque je n'ai pas réussi ni rédactionnellement à créer une rédaction viable ici en Suisse, ni sur le plan des abonnements. Nous l'avons réussi, donc il n'y a jamais eu de résonance. Alors voilà, la dernière fois que François est venu, c'est lors, alors c'est après Madame Biot d'exclusion en rencontre, il est venu parce qu'il était organisé une conférence de presse, et il est venu parce que pour être présent à cette conférence de presse, il était en fait envoyé par Jérôme Lindon pour Minuit, Voisin, ou les autres éditeurs et d'autres éditeurs, et les rédactions des temps modernes, d'Esprit et de Partisans, et puis d'autres intellectuels pour en fait témoigner de solidarité. C'est donc pour moi la dernière fois qu'il est venu à Lausanne, c'est ça. Mais pour terminer, pour citer en écho les rapports avec François et les éditions et à Lausanne, je le citerai lui-même dans le livre Livre et militantisme, dont il a écrit la postface. Pourquoi venais-je à Lausanne? Parce que nous nous reconnaissions pour ce que nous étions l'un et l'autre, deux éditeurs ayant pignon sur rue dans nos pays respectifs, mais aussi, dans le même temps, deux militants d'une même cause, concrètement engagés pour elle, pas seulement professionnellement par nos publications, moralement par des prises de position politique, déclarations de principe et protestations contre la sale guerre, mais impliqués également physiquement. Donc ça, c'était l'avis de François, et c'est ces rapports-là que l'on a eus. Je crois que ça a rempli sa fonction. Il y a certainement eu beaucoup d'insuffisances et de manques, mais la conviction était là, et par rapport, effectivement, pour un travail minoritaire, il n'a pas été complètement étouffé. Parce que, pour préciser une chose, Nils, si tu pourrais peut-être rentrer en matière, physiquement, c'était quand même un métier extrêmement dangereux. Je veux dire, autant Maspero que toi, à l'intermédiaire de colis qui sont arrivés à destination, qui étaient détournés par les services en question, il y a cet engagement-là qui est à souligner très fortement. Si tu peux dire quelque chose à ce sujet, parce que c'était un métier qui était très dangereux, en quelque sorte. En tout cas en France, ici, parfois. Oui, bien sûr, il y avait. Je crois qu'il faut dire que ceux qui ont eu le plus de danger, de risque, finalement, c'est toujours le reproche aux insoumis et déserteurs. Parce que quand on a 20 ans et qu'on quitte son pays et qu'on refuse de faire la guerre, si les Algériens n'avaient pas été indépendants, ils étaient des traîtres à vie et ils étaient condamnés à une vie d'exil au même titre que les Espagnols ou les Grecs après l'échec des révolutions. Donc ça, il est vrai que les éditeurs et les avocats encouraient plus de risques que par exemple les gens qui étaient dans la clandestinité, parce que les gens dans la clandestinité, oui, il y avait le risque de l'arrestation. Mais le risque de l'arrestation, on savait très bien que
pour un Algérien, ça pouvait être la torture, voire la mort, pas pour un Français. Un Français, au maximum, Mayra, tu as pris une paire de claques, je crois. Hein. Un petit peu plus. Voilà. Hein, mais c'est vrai que ça ne pouvait pas aller plus loin. Mais par contre, effectivement, les éditions Maspero ont été plastiquées à plusieurs reprises. Hein, les éditions Minuit ont été plastiquées. Les risques étaient plus grands. Il se trouve que la Suisse, j'ai toujours pensé qu'il y avait eu un modus vivendi entre les autorités suisses, le FLN et le gouvernement français. Hein, il s'est passé quelque chose, à part Léopold, qui était un marchand d'armes, et puis Moumier, qui était camerounais, et qui a été liquidé à Lausanne par la main rouge, à Genève par la main rouge. Il n'y a pas eu d'événement majeur, alors qu'il se passait beaucoup de choses. Alors, je n'ai qu'une anecdote à préciser là-dessus. Un jour, l'inspectorat, qui était l'inspecteur qui m'était attribué par les autorités vaudoises, est venu me trouver et me dit: on a des informations que vous êtes menacé. Et il me dit, oui, alors on vous propose une garde rapprochée. Une garde rapprochée, c'est quoi? C'est qu'on n'a plus de mouvement, de liberté de mouvement, on ne peut plus rien faire. Hein. Alors, savoir si on propose une garde rapprochée pour contrôler, ou savoir si c'est une garde rapprochée parce qu'il y a quelque chose qui est une menace, hein, on ne peut pas le savoir, il ne va pas vous le dire. Donc, j'ai refusé la garde rapprochée. J'ai dit, mais si vous estimez que je suis menacé, donnez-moi le port d'armes. Ils m'ont donné le port d'armes. Ils m'ont donné le port d'armes. Hein. Mais écoutez, objectivement, mon 6 mm, je l'ai mis dans un tiroir, sans, je ne sais pas si j'ai acheté des balles ou pas. Oui, j'en ai acheté parce qu'elles ont servi pour un entraînement d'espagnol. Mais il ne sert à rien. Si vous avez affaire à un commando, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre 6 mm? En fait, il ne s'est rien passé. Donc, je ne sais pas si l'information de la police était intentionnelle ou réelle. Je ne sais pas. Donc, ça existait. Mais en fait, le risque était là. Mais là, il y a un conditionnement, il y a un autoconditionnement qui fait que ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Il y avait l'usage de livres comme colis piégés, n'est-ce pas? Ah oui, là, oui. Alors ça, c'était... Là, bon, c'était plus grave. Alors là, ils ont utilisé vraiment un livre, La Pacification, qu'on avait édité, très vite, dans les jours qui suivent la mise en vente du livre. Le livre a été utilisé, alors là, ils ont envoyé 3 exemplaires en Belgique, les 3 exemplaires en Belgique, à des anticolonialistes belges, donc pas du tout, n'étaient pas des... les instructions de la main rouge étaient très, très précises. C'est des instructions communiquées par De Gaulle lui-même. Hein. C'était De Gaulle était naturellement supervisé ça, mais c'est pas lui qui s'occupait du service, enfin du SDEC de l'époque et des services particuliers de l'époque. C'était le supérieur hiérarchiste, c'était Michel Debré, et ensuite il y avait Melnik qui était le coordinateur de la chose, et puis les services eux-mêmes. De Gaulle avait dit des instructions très précises. Pas de Français liquidés physiquement, et pas de Français, et seulement hors de France. Bon, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque il s'est dit que l'avocat algérien qui a battu devant son cabinet dans Paris. Mais autrement, c'est vrai. Et là, ils ont effectivement envoyé 3 colis piégés. La pacification avait l'avantage, ils le disent, du reste, Melnik le dit, heureusement les Algériens étaient prolifiques, donc le livre était assez gros pour faire un colis piégé. Ils ironisent encore là-dessus, et alors Melnik mélange les attentats. Il dit que la pacification a servi à un Algérien qui avait les 2 mains arrachées en Allemagne. C'est faux. Il y avait un Algérien qui avait les 2 mains arrachées en Allemagne, mais qui avait reçu une boîte de chocolat pour Noël Nouvel An, hein, et qui a ouvert la boîte et qui a eu les 2 mains arrachées. La pacification a servi en Belgique contre un professeur, contre Le Grève, qui est un psychanalyste très connu, et puis qui s'appelle Laberge, qui lui a ouvert le colis et a été tué. Tué, déchiqueté, sa maison très abîmée, son fils blessé, vraiment explosion. Le fait qu'il y a eu cette explosion a prévenu les autres, et donc les autres ont, ce qui a permis à la police belge de pouvoir, il y a une photo, il existe une photo du dispositif intérieur avec les clous, avec etc., des
des moyens du colis piégé. Alors, dès que j'ai su la question, j'ai donné, on savait très bien quel service avait pu faire ça, donner toutes les informations possibles sur où étaient les livres, c'était le début de la diffusion, qui en avait pas, quel libraire, etc. Les livres auraient été achetés à Genève, paraît-il. Je dois dire que ni la police suisse qui m'avait contacté pour d'abord, et ensuite, ni la police suisse par la suite, ni la police belge n'ont jamais repris contact pour avoir le moindre renseignement supplémentaire que j'aurais pu apporter. C'est-à-dire qu'ils savaient pertinemment qui était le commanditaire, et que jamais il n'aboutirait à quoi que ce soit, et donc l'affaire était classée dès le début. On peut dire qu'à notre époque, cette question de la violence politique, de la répression, de la censure d'État n'est pas terminée dans de très nombreux pays du monde entier. La Turquie est un exemple récent. Et donc que ces problématiques et ces dangers d'un engagement d'éditeur continuent à notre époque de manière aussi grave qu'à la vôtre. Je voudrais juste poser une question de prospective à Julien Hage. Comment est-ce qu'il voit, lui, comment tu vois les maisons d'édition de notre époque maintenant par rapport à cet engagement? Évidemment, c'est une question auquel je pourrais répondre en partie, mais j'aurais voulu savoir de la part d'un historien comment tu perçois la chose après cette période, dans le XXIe siècle maintenant, comment se situe. D'autant plus que c'était Michel Cardon qui me le disait quand il m'a passé la main des éditions Norma. Il m'a dit, à une époque, on innovait. On a vu ça avec Maspero. On ouvrait de nouveaux champs, que ce soit celui du témoignage des éditions Norma, un catalogue très important dans ce domaine. On parlait de la misère du monde quand on parlait de cette partie de notre catalogue, et pour Dieu n'a rien inventé à ce sujet. Et dans le domaine de l'histoire sociale et ouvrière, par exemple, rien ne se faisait. Ou des études, comme Geneviève Heller, transversales, sur propre et en ordre, une mythologie suisse par excellence. Des ouvrages sur des problématiques des réfugiés, des requérants d'asile. Personne ne s'y intéressait à un moment donné. Et donc, progressivement, les champs qu'ont ouvert les maisons d'édition des années 60, 50, 60, 70, 80, ont été repris par le mainstream, comme on peut dire. Tu le dis toi-même tout à l'heure, tu le disais toi-même. Alors, quels sont les champs que les maisons d'édition peuvent explorer, sur lesquels elles peuvent s'engager, dans ta perspective d'analyse, de découvrir l'activité de ces maisons très nombreuses qui se sont créées ces dernières années? C'est même un bonheur de voir à quel point il y en a qui continuent et qui persévèrent un peu dans ce questionnement et cet engagement. C'est une question un peu complexe et globale auquel il est difficile de répondre très facilement. C'est sûr qu'il y a eu un vrai passage à vide dans les années, au milieu des années 80, jusqu'au grève de 95, du point de vue une phase un peu de stupeur, dans tout ce qu'on peut vraiment appeler l'édition partisane, politique. Et depuis les grèves de 95, il y a le numérique qui prend le relais pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments, le monde du livre, de l'imprimé qui sont dématérialisés, une partie des brochures, toute la communication qui était les tracts a été dématérialisée, mais pas complètement. Mais au-delà de ça, depuis 95, on voit quand même remonter d'un panorama qui est beaucoup plus éclaté, de nombreuses petites maisons d'édition, engagées, impliquées, enfin, elles ont des noms un petit peu différents, pour des réalités un petit peu différentes également. Donc, ce panorama plus éclaté, il induit d'autres pratiques, souvent de la plus réactivité, presque du bénévolat de ces maisons d'édition. Et donc, pareil, la fabrique du politique, la fabrique de la politique, elle est tout à fait différente et sans doute fait partie aussi n'exerce plus cette formation, cette éducation, avec tous les travers qu'il faut y avoir pour, du point de vue de la propagande. Mais
cette charge-là d'éducation à la politique, d'imprégnation à la politique, il ne l'exerce plus. Alors, pour autant, on produit toujours beaucoup, on produit des choses beaucoup plus intéressantes, même si parfois elles sont moins travaillées, plus rapides. Et bon, donc ce qui est en question, c'est peut-être moins la production éditoriale que les usages du livre et la manière dont on peut retrouver, recréer du commun et retrouver une balistique éditoriale de ce point de vue-là. Donc, c'est une question qui a bien des entrées. C'est-à-dire, il faut absolument créer des lieux où le livre soit discuté, partagé. Ça, c'est tout à fait important à ce point de vue-là. Qu'ils soient des lieux relais, ça, c'est vraiment important. Après, voilà, sur les entrées, il en reste encore beaucoup, que ce soit la critique de la technologie. Moi, je pense que le livre a encore un rôle à jouer. Alors, il faudrait que ce soit différent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer par des initiatives comme celle de Mediapart, mais le livre doit garder aussi une fonction déconnectée aussi de construction de la pensée, de la réflexion collective, y compris dans ses usages. Donc ça, voilà, ça c'est aussi une chose importante. Après, voilà, et cette durée exige qu'on sorte un peu aussi de l'urgence dans laquelle on est un peu tous. Voilà. Bon, après, moi, voilà, quand on regarde les métiers du livre et la nouvelle génération, on a une nouvelle génération qui est plutôt assez politisée, je trouve, par rapport aux générations précédentes. Peut-être pas dans le monde des bibliothèques, mais on voit arriver une nouvelle génération de libraires qui sont assez politisés du point de vue de la concurrence d'Amazon, qui renouvellent quand même leur métier, c'est-à-dire que ça devient des libraires qui sont plus dans l'animation, qui sont plus en ligne. On voit toute une nouvelle. Alors, ça, je parle vraiment des jeunes libraires, parce que à Paris en ce moment, c'est ceux qui ont plutôt fortune faite, qui rachètent à 50 ou 60 ans une librairie PNG. Mais on voit quand même arriver toute une nouvelle race. On voit arriver toute une nouvelle race de libraires, à ce point de vue-là, qui relèvent un peu des intellos précaires, qui sont beaucoup plus formés que les autres d'avant, et qui renouvellent leur métier aussi par des pratiques qui sont plus collectives. Et ça, c'est assez nouveau. La librairie qui était quand même un monde très... Bon, chacun dans son petit commerce, quoi, avec la dynamique un peu collective. Bon, c'est des idées qui me viennent comme ça, et ça monte tout. C'était une question un peu difficile. Ça dépend souvent de la conviction des personnes qui sont engagées dans ces métiers, de leur conviction et de leur persévérance dans des travaux et dans une circulation. Moi, je pense par exemple à une édition comme les éditions de l'Atelier qui ont développé des pratiques de diffusion et de distribution de leurs livres qui est d'une performativité extraordinaire, performance extraordinaire, dans le sens qu'ils mobilisent tous les réseaux associatifs en amont de la publication d'un livre, pendant et après. Et ça donne des résultats relativement probants et intéressants pour les petites maisons d'édition, voire moyennes comme la nôtre. Je crois que je vais ouvrir maintenant la discussion publique pour poursuivre la conversation avec vous. Et donc j'attends vos questions, vos remarques. Alain Léger. Oui, moi j'ai une question par rapport à Julien. C'est-à-dire, moi quand j'ai commencé dans les métiers du livre en France, on avait en gros 15 000 nouveautés par an. Aujourd'hui, on en est à 75 000. Donc les ventes n'ont pas augmenté massivement.
mais les ventes se concentrent de plus en plus sur quelques titres finalement. Donc tu as une dilution complète des titres, et comment peut-on résister à cette censure par la masse? Parce que en tant qu'éditeur indépendant aujourd'hui, je pense qu'on est plus confronté à ce genre de choses. Et puis après, il y a tout le réseau de librairies qui a bien changé, notamment avec toute la politique d'augmentation des loyers et tout. Donc, le libraire, c'est dur aujourd'hui. Et quand tu fais de l'animation en librairie, il faut aussi la financer, parce que ce n'est pas les éditeurs qui la financent la plupart du temps. Donc c'est bien d'être hors ligne, on la fait régulièrement, mais c'est hors de prix au bout d'un moment. Et tu t'uses au niveau physique et tout. Moi, je suis moins optimiste. Après, j'aimerais rebondir aussi sur le bouquin de Chiffrine, dont Maspero a fait une critique dans la quinzaine, qui est l'éditeur sans édition, l'édition sans éditeur. Voilà. Donc, voir tout ça, je pense qu'on est dans une situation où il va falloir peut-être 10-15 ans pour stabiliser les choses et qu'on revienne. Je ne suis pas très optimiste dans la conjoncture actuelle. Est-ce que j'essaie de résumer la question d'Alain pour ceux qui ne l'auraient pas entendu? Tu m'excuseras, c'est bon. C'est vraiment, peut-être dans la réponse, tu peux inclure la question. Certains points. Oui, alors ce que disait Alain, c'était que l'édition est un secteur qui a résolu sa crise par la surproduction. Et donc effectivement, quand les libraires on se retrouve devant 15 000, au lieu de 15 000 nouveautés par an, 75 000. Et pour les domaines comme la littérature générale, aussi ça. Donc c'est plus qu'un océan, c'est un univers complet où il est difficile de faire briller sa petite étoile d'éditeur indépendant, et c'est beaucoup plus complexe, y compris pour les libraires que moi je forme, d'avoir un savoir un peu cumulatif assez vite, et de pouvoir se repérer un peu et former une politique d'assortiment qui soit à peu près viable là-dedans. Et effectivement, la question il y a une nécessité de proposer de nouveaux services, c'est ça la concurrence d'Amazon, il y a une nécessité d'être davantage hors les murs, et ça c'est toujours très compliqué. Donc effectivement, il y a une autocensure par le fait des grands systèmes de distribution qui sont hyper concentrés aujourd'hui en France. Je crois que en 2000, il y avait 10 systèmes de distribution représentaient 60% de la distribution du marché en volume, et aujourd'hui 4 systèmes de distribution représentent 85% de la distribution du livre en France. Donc c'est beaucoup plus difficile d'émerger là-dedans. Après maintenant, les vrais donc c'est plus difficile de s'y retrouver, et ça demande peut-être presque plus de compétences pour les libraires, alors qu'ils ont de moins en moins de temps pour se former et de moins en moins de temps pour vieillir comme le bon vin. Voilà. Donc c'est un peu compliqué ça. Et il n'est pas sûr que, donc, y compris du côté du libraire, les outils numériques et les algorithmes qui sont un outil professionnel désormais pour un libraire, il faut arriver, quand il doit piloter, même du point de vue des gens qui viennent lui présenter les livres, des représentants qui doivent piloter devant une offre pléthorique, il utilise des outils numériques dont il doit être familier, qui ne sont pas très évidents. Maintenant, je pense que l'édition indépendante, l'édition engagée, ça a toujours été le lieu de figures d'éditeurs très fortes. Et ces figures d'éditeurs, même si matériellement les choses sont compliquées, dans un monde d'édition sans éditeur, parce que quand on se promène dans les grandes maisons aujourd'hui, enfin, peut-être Annie pourra en parler beaucoup mieux que moi encore, mais quand on va chez Hachette Pratique ou des choses comme ça, moi j'ai des stagiaires qui me parlent, voilà, nous sommes en orbite. Il y a 5 éditrices générales et qui ont une galaxie de freelance autour d'elles et d'eux. Et à Hachette Pratique, 5 éditeurs et éditrices peuvent produire 270 livres à l'année avec leur freelance. On n'est pas dans le domaine ni de la littérature, ni des créations, ni d'innovation, mais ça, c'est un mode de production hyper concentré, industriel et flexible. Donc, vis-à-vis de tout ça, la nécessité et de l'indépendance et de l'artisanat presque, un artisanat renouvelé par l'informatique se pose
comme seule, quasiment unique ressource, du moins pour l'exercice d'un métier. Mais pour ça, je pense qu'Annie. Est-ce que c'est réellement un métier quand on arrive à plus te rémunérer, parce que la plupart des éditeurs indépendants aujourd'hui sont dans le rouge, quoi. Donc voilà, c'est-à-dire, il faut le dire clairement aussi. Oui. Et cette pluriactivité et cette corde raide, c'est la déprofessionnalisation du métier aussi. Et puis oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, j'avais oublié ça. Il y a aussi un trait, moi, auquel je suis assez sensible en ce moment. Je fais travailler des étudiants. Parce que je vois quand même arriver des étudiants et des étudiantes, moi, qui ont quand même des choses sacrées, qui veulent travailler sur. Qui viennent me voir en disant, monsieur, on travaille sur l'édition féministe, nous, on travaille sur l'édition engagée, nous, on travaille sur la censure en livre de jeunesse, nous. Et il y a énormément de choses. Alors, ça avait dit des virtualités, des solutions qu'avait proposées André Giffrine. Parce que maintenant, on a un peu plus de recul. Je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Éric Hazan pour aboutir à un livre. Donc, on peut voir dans le préambule, quand il explique comment les propres éditions de son père, les éditions Hazan, ont été complètement déshabillées par Hachette. On voit l'affinité qu'il pouvait avoir lui avec André Giffrine, dont Pantheon Books, les éditions de son père, ont été aussi désarticulées par les grands géants de la distribution. Donc, on a un peu plus de recul. Moi, le sentiment que j'ai aussi, c'est qu'il y a, dans les possibilités qui avaient été évoquées par Giffrine dans ses livres, qui avaient vraiment réuni tous les auteurs, les acteurs du livre en France à ce moment-là, il y avait la possibilité de faire des fondations à l'américaine. Ça, c'était pas dans notre culture. L'autre possibilité, c'était la possibilité de faire des éditions universitaires. Parce qu'après tout, les universités, chez nous, étaient quand même dotées quasiment de matériel complet. Et c'était pas employé. Ça, avec le recul, finalement, il y a des presses universitaires. Presse universitaire de Rennes, dans le domaine de l'histoire, on a réussi à sortir de l'ornière quand même un secteur qui était particulièrement de toutes les SHS, qui avait vraiment reculé, Mais quand on regarde les collections qui se présentent aujourd'hui comme politiques, et ça pose question, et notamment les collections féministes, ce sont toutes aujourd'hui des collections universitaires. Donc il y a quand même aussi une modalité là-dedans d'un repli d'une part de cette édition politique et engagée sur quelque chose qui est très académique et universitaire, avec des livres qui sont de grande qualité, qui méritent d'exister, mais dont je me demande si finalement ce repli sur la niche universitaire et sur l'entre-soi un peu académique, voilà, on parlait de la qualité de Maspero et aussi de sa profonde détestation des universitaires, d'où sa référence à Paul Nizan. C'est quand même quelqu'un qui est issu de grandes familles d'intellectuels français, prendre la critique de Paul Nizan, qui est vraiment une critique sur la trahison des clercs, prendre le titre de Bernard, c'était vitriol, voilà. Mais sur les ressources de l'université et aussi le symbole. Alors ça, c'est une question que je vous pose, parce qu'effectivement, quand je fais travailler mes étudiants sur la période actuelle, qu'elles me livrent, voilà, forme leur corpus, elles me disent voilà où sont les collections, où sont les nouveaux livres, où sont les choses qui passent. Il y a un territoire, il y a vraiment une réserve d'Indiens, un repli sur la réserve d'Indiens universitaire, et un entre-soi, quelque chose qu'on sent parfois dans le monde militant. Ça, c'est encore un ressenti très personnel. On sent parfois dans le monde militant avec une ressuscité de discours qui ne sont plus des vulgates partisanes, mais qui sont des vulgates académiques et très French Theory. Et ça, c'est une chose qu'on n'avait pas chez Maspero, de ce point de vue-là, à mon sens. Et c'est pour ça que je suis très attaché à dire voilà, il faut vraiment parler de la pulsation du monde et arriver à faire monter des livres qui ne soient pas. Voilà, c'est un universitaire qui présente sa chapelle, c'est toujours un peu ridicule. C'est la paille et la poutre nécessairement, mais voilà. Où se fait le travail social aujourd'hui, où sont les fronts de nos sociétés. Alors, vous connaissez le proverbe c'est un proverbe anglais, je crois, qui était derrière chaque pauvre il y a un sociologue, ça tire des années 70. Mais voilà, là il y a une vraie réflexion.
question. Il y avait encore une question? Oui, moi j'avais une question, elle est peut-être plus historique, politique, mais par rapport aussi à ce que disait Héloïse tout à l'heure sur ce nom multipopulaire, ce joli lapsus, multipopulaire, multipolaire, la fin de ces 500 ans d'hégémonie, en tout cas ce basculement de l'histoire. J'aurais bien voulu entendre Niels, peut-être vous aussi comme historien. Moi j'ai le sentiment aussi d'un Occident un peu qui se rétrécit, ces grandes luttes internationalistes, il y a des choses de ces solidarités, de ces ponts faits avec l'autre côté de la Méditerranée, de ces gens en lutte qui sont hébergés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour, de mon point de vue, le sentiment que cela ne se passe pas, ou en tout cas que tout d'un coup, sauver les bébés phoques ou se soucier de la couche d'ozone sont des priorités plus grandes que cet accueil-là. Alors est-ce que c'est le pont aussi avec la question des filatures, est-ce que le système policier a gagné, est-ce qu'il s'est affiné, ou est-ce qu'il y a un désenchantement, une fatigue, un épuisement, et puis qu'on a lâché sur cet internationalisme qui est quand même la base aussi des grands combats. J'aurais bien vous entendre les deux, un combattant, un historien, quelques gens aussi là-dessus. Je ne pense pas que c'est le système politique qui a gagné, mais c'est certainement le système idéologique. Là, effectivement, l'hégémonie idéologique pèse très lourd, notamment sur les nouvelles générations. Si on a 20 ans aujourd'hui, qu'on est né aux alentours de 1990-95, qu'est-ce qu'on a entendu à la radio, à la télévision et dans le monde, dans la presse et les médias et par les gouvernements et tout ça. Donc il faut quand même tout se passe quand même souvent au choix quand on a 20, 25 ans ou 15 ans. Il faut reconnaître que ce n'est pas simple pour ces générations-là de chercher avec des idées claires et précises et comprendre. Mais c'est là où les choses, je pense, peuvent changer très vite. Je pense que peut-être même la situation du monde aujourd'hui, la situation du monde est beaucoup plus grave qu'il y a 30-40 ans. La situation mondiale est beaucoup plus grave, les risques de guerre sont beaucoup plus importants, les problèmes écologiques sont plus intenses, les problèmes économiques au quotidien. Il faut dire qu'on n'est plus dans les 30 glorieuses. Moi, je raconte souvent l'anecdote que quand j'étais, à un moment donné, où j'étais à Radio Tirana, on racontait, on disait des choses sur la vie dans les mondes capitalistes, et à Paris, etc. On a nous-mêmes discuté, c'est pas vrai. La situation n'est pas aussi grave, et n'est pas aussi. C'est pas vrai que la misère, que les mendiants sont aussi nombreux, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est vrai. Ils le sont. Ce que on disait à Radio Terrain il y a 40 ans, qui était faux il y a 40 ans, est vrai aujourd'hui. Donc je crois que c'est quand même des choses qui marquent une évolution dramatique. Alors c'est beaucoup plus compliqué de se battre et de comprendre, de s'assoumettre dans une situation de difficulté où il y a une hégémonie idéologique qui est de l'autre côté. Mais l'hégémonie n'est jamais totale et surtout elle n'est jamais définitive et absolue. Elle est en mouvement constant. Enfin, et en même temps, il y a le déclin. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, aussi fort soit-il, la position des pays coloniaux est moins forte qu'il y a 20 ou 30 ans. Elle est moins forte. Il y a déclin. Il y a 6 mois, il y a eu une conférence à l'école de guerre à Paris. Pourquoi est-ce que depuis 20 ans, on ne parle plus de guerre? Oui, pourquoi? C'est une question évidente. Pourquoi? Parce que ça se passe, les rapports de force, tout change. Les données sont nouvelles. Mais il faut, dans tout cela, on peut comprendre que les générations qui sont quand même toujours la force, c'est les générations qui montrent la dynamisme d'une lutte ou qui font les choses. C'est pas mon âge, et même pas la génération d'après, donc c'est fini ça. Donc, il faut, pour qu'elle puisse avoir cette conscience-là et ça soumettre et avoir une conscience, il faut des conditions. Donc, ça inéluctablement, ça existe et ça se crée et ça se fera. Mais il faut effectivement, je pense que l'insoumission est un bon comportement, est un comportement nécessaire. C'est à travers les insoumissions
qu'il pourra se créer c'est un problème de rapport de force. Nathalie Grimmelli. Oui, bonsoir. Une question un peu, pas hors sujet, mais hors champ, mais elle m'intéresse quand même. Qu'est-ce que vous pourriez dire de la suite de la cité, Dimitrievitch, l'âge d'homme, les relations avec Maspero? Je sais pas, ça m'intéresse, j'ai un peu travaillé là-dessus pour mon mémoire et voilà. Écoutez, la question de l'âge d'homme est très simple pour moi. J'ai connu Dimitrievitch quand il était libraire chez Payot, donc dans une relation de diffuseur, de livrer des livres à Payot, et donc on conversait. On avait naturellement des idées complètement divergentes, parce que c'est il avait une famille qui avait été très, très engagée, comme d'origine, enfin, peut-être pas serbe, mais macédonienne, mais très engagée. Son père était quand même un des principaux adversaires de Tito, en prison. Il est dans la prison des Vipes, il était avec et toute sa famille, son oncle aussi avait organisé des passages de train pour sortir de Yougoslavie et même de Roumanie. Donc c'était, et quand effectivement le père de Vladimir Dimitrievitch est sorti de prison, il est devenu directeur de la chaîne Hilton, donc c'était vraiment des grandes familles, donc nous avons des divergences absolues, mais on conversait. D'abord les problèmes des Balkans, et quand il y a eu le moment où j'ai été expulsé, là il s'est trouvé qu'il fallait, les éditeurs français ont tous dit nous souhaitons un passage d'Ornès et un diffuseur en Suisse qui soit un professionnel. Nous ne voulons pas une aventure disons militante, on va diffuser Louis, on va diffuser Maspero, etc. Ils ont dit non, on veut une diffusion professionnelle. Il est vrai que Dimitrievitch était professionnel, vous savez, avec même un éditeur, et par la suite, et donc c'est là que ça a été finalement la solution qui lui était importante, parce que ça lui donnait, en plus de l'édition il commençait l'âge d'homme, c'était vraiment, il venait de créer l'âge d'homme, et donc ça lui donnait un local, il est entré dans ses éditions, ça lui a donné des relations avec l'éditeur français où il a commencé la diffusion, donc, et moi-même, ça a évité la chose que je n'aurais jamais pu assumer, le retour des livres des éditeurs que j'avais en stock, de réexpédier ça à Paris avec la fermeture de l'édition. Donc il y a eu là. Ensuite, les positions de Dimitrievitch qui ont été ensuite sur la question effectivement très anticommuniste, mais favorable à Milosevic, parce que là, on a une chose très simple, c'est les tripes qui parlent. Ce sont les tripes chez Dimitrievitch qui parlent. Il est serbe, etc. Et mais ces tripes-là, il les a eues constamment, même quand l'édition française le louangeait à l'infini pour la qualité des livres qu'il publiait, qui était réelle, qui était grande. Hein. Mais le louangeait, il pensait comme ça déjà, il n'a jamais pensé autrement. Hein. Et ça, au moment où il a pris la position pour défendre Milosevic, c'était normal. Alors je pense qu'il est devenu un peu plus orthodoxe dans cette phrase-là. La religion a pris une emprise plus grande parce que ça faisait partie. Mais autrement, le fond était foncièrement ça. Donc nos relations étaient des relations de libraire à éditeur, professionnelles. Elles l'ont été au moment du transfert, à la demande c'était la solution demandée par les éditeurs français, d'un professionnel, et nous avons gardé des rapports occasionnels par la suite, etc. Mais effectivement, il y avait un changement profond de nature de la diffusion à partir de ce moment-là.
Les rapports qu'il a pu avoir après avec les différents éditeurs, c'est que là, minuit, il diffuse encore, enfin, je crois diffuse encore minuit, si je sais bien, toujours c'est pas exactement, mais les autres c'est fini. Les autres avaient arrêté après Maspero. La diffusion et la distribution de l'âge d'or se termine maintenant. Oui, oui. Mais Minuit a été fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la mort de Dimitrievitch, et puis la succession maintenant d'une autre orientation à cette nouvelle édition. Juste deux mots, qui peut-être une profession de foi de ma part, par rapport au champ dans lequel une maison d'édition comme l'édition d'Anvers s'engage. Elles poursuivent le travail qui a été fait toutes ces années. Les 15 ans où j'ai dirigé les éditions d'Anvers jusqu'à présent ont impliqué les mêmes types d'engagement par rapport à des ouvrages peut-être qui se sont modifiés au cours dans l'inflexion de la politique éditoriale. Mais il y a des ouvrages, juste pour donner un exemple, on a fait un ouvrage sur les traders en Suisse, qui s'appelle Swiss Trading SA. Alors il y a eu un partenaire très important, c'est là où je reviens à l'atelier, qui est la déclaration de Berne, qui était le partenaire de cet ouvrage. 360 pages, traduites en grande partie de l'allemand. J'ai mené à bien le travail de traduction et de traductrice. C'est 5000 exemplaires de vendus. Pour la petite Suisse romande, je parle de la Suisse romande, je ne parle pas de la France. Des ouvrages de témoignages et de récits de vie, qui est vraiment un tiers de notre catalogue quasiment. On a publié maintenant tout récemment l'itinéraire d'un médecin qui s'appelle le médecin de dernier recours, qui est un des fondateurs de la médecine, l'homéopathie en Suisse. C'est un ouvrage qui a un succès en librairie, François Chopin. Le dernier ouvrage, avant-dernier ouvrage aussi dans ce domaine, on parle d'exit et du suicide assisté à travers le témoignage de la fille dont la mère a décidé de se suicider par ce biais-là. Je trouvais que cet ouvrage-là, il a trouvé un public de plus de 3600 personnes. Un précédent ouvrage encore, dans ce domaine, on trouve justement, on entre dans le récit et le narratif comme étant une dimension d'aborder les questions sociales et politiques. Dans le domaine de la traduction aussi, là peut-être l'inflexion était très forte aux éditions d'Anvers pour, d'une part, soutenir le travail de traduction des traducteurs et traductrices, en les mettant en première page du livre. Déjà symboliquement c'est peut-être très fort, mais j'y tiens beaucoup. L'auteur et le traducteur ont la même position typographique sur la couverture. Et j'estime que, comme le disait Annie Morvan, le traducteur est un écrivain, avant tout. Sinon, la traduction ne vaut pas le coup, etc. Donc il y a un certain nombre d'engagements dans lesquels on est inscrit. Il y a des inflexions différentes au niveau du type d'ouvrage qu'on fait, mais je pense que la lutte continue sur ces questions-là. On est en train de préparer un livre sur Syngenta, qui est pour moi un des fronts, des grandes multinationales, c'est un des fronts d'investigation où on peut être très susceptible de ces grandes maisons multinationales. Donc, je dis que la lutte continue, elle se poursuit, elle est sans cesse, et je n'ai jamais cru à une sorte de résolution des problèmes. Elle est permanente. C'est mon seul espoir, c'est l'espoir permanent. Merci beaucoup. Et juste pour reprendre, oui, je pense que la lutte continue, elle prend des formes différentes et elle se passe dans des espaces, comme disait Julien, différents. Je voulais remercier beaucoup nos intervenants. Tu voulais rajouter quelque chose, Nils? Continue, c'est vrai. On a parlé des attentats tout à l'heure au Mont, puisque c'était les attentats au Mont. François Hollande vient de reconnaître qu'il pratiquait l'attentat au Mont, et c'est très intéressant, le reste. La droite se soulève fortement la contre en disant qu'il faut même le juger pour révélation de secret d'État. Et à gauche, on est assez silencieux. En fait, on n'y attaque pas d'importance. Alors que c'est la continuation de liquidation physique de gens à l'étranger par des moyens de terrorisme d'État. Et finalement, la réaction est plus forte à droite pour dire c'est scandaleux. On ne révèle pas ça, c'est de la trahison de secret d'État. Et à gauche, on réagit très peu.
Et puis, l'éthique est passée. oui, non, c'est passé comme ça. Oui, par la droite. À la droite, ça agit très fort. Hein. Mais dans l'autre sens. Parce qu'il ne faut pas la dire. Et puis alors, petite chose, qu'est-ce qui est devenu le revolver? Alors, le revolver, alors c'est une anecdote très suisse. Au moment de mon expulsion, la police m'a contacté pour me dire: est-ce que vous avez toujours le revolver? J'ai dit oui. Alors on vous le rachète. Je tenais encore une fois à remercier nos intervenants, Annie Morvan d'être venue exprès, Edwy Plenel, Edwy, excusez-moi, je vous prononce mal votre nom. Je voulais aussi vous remercier de nous avoir fait une place à Mediapart pour un blog consacré à Maspero, que Nils a aussi beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc, si vous voulez continuer la réflexion, vous pouvez le faire sur plusieurs supports en ligne. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion, je vous invite vraiment à venir voir l'exposition. Elle est ouverte tous les jours où Humus est ouvert, c'est-à-dire tous les jours de 9h à 19h. Je serai là les mercredis et les samedis pour un thé à partir de 4h de l'après-midi si vous voulez discuter. Il y a un magnifique catalogue d'expo pour lequel on remercie aussi Nathalie Léger qui reprend toute l'exposition pour celles et ceux qui n'auraient pas le temps de s'y promener. Merci beaucoup à Bruno Bichard, à Yves Campagna d'avoir été là aussi pour leur film que l'on peut voir en ce moment aussi sur demande, sans problème. Vous allez à Humus et ils vous le lancent très volontiers. Donc moi j'espère qu'avec ce qu'on fait, avec l'itinérante et avec d'autres, dans cette forme de collégialité de travail à plusieurs, on peut créer des espaces, peut-être un peu utopiques, mais des espaces tout de même, où on peut encore réfléchir à ces questions-là, avec des gens qui ont des vocations, qui n'ont peut-être pas toujours tous les moyens financiers qu'ils espéraient, mais qui sont là et qui continuent. Alors je vous remercie tous d'être venus, et pour celles et ceux qui le souhaitent, très volontiers pour un verre à la galerie Humus, juste derrière l'église des Terreaux. Voilà, et bien oui, merci, merci au Cercle Ouvrier de nous accueillir ici à la Maison du Peuple, et merci au service des bibliothèques et des archives de la ville de Lausanne pour leur soutien aux Poétiques La Résistance. C'est vous qui tenez la caisse? Oui, c'est ça, oui. 24. Ouais, je le reçois. Ah non. Non, je l'ai pas. Ça, c'est le catalogue de l'exposition. C'est le catalogue de l'exposition. Je ne l'ai pas encore vu là. Non, mais je vais la voir jusqu'à maintenant. Peut-être que je vais aller, ouais. Merci beaucoup. Mais l'exposition, elle continue encore quelques temps. Elle est juste. Ah ouais, j'ai encore le temps. Merci. Sur 2016, c'est ça? C'est ça qu'on a fait. Ah oui, d'accord. Oui, c'est que vous allez voir là. C'est drôle. Merci. L'année prochaine. Une sage de 40 ans. C'est pas cette personne non
Non, c'est chez moi. On attend. À bientôt. À tout bientôt. Tiens, attends, je vais la prendre la carte. C'est où les toilettes? C'est en bas, non? Faire par rapport à tout. Non, je sais pas comment l'arrêter. Il y a un bouton rouge là. Ah voilà.